Bonsoir à toutes et à tous. Déjà, pour commencer, tout le bureau d'Aix-le-Camp tient à vous dire qu'on est très heureux de vous accueillir ce soir dans cette salle des États de Provence pour l'édition 2023 du Prix Cassin. Donc, le Prix Cassin, c'est l'événement traditionnel qui clôture une année qui a été rythmée par des événements et des concours au cours desquels nos orateurs et oratrices ont brillé dans des discours et des joutes et ont pu nous impressionner. L'événement de ce soir porte son nom en hommage à René Cassin, juriste et homme politique français, membre du gouvernement de la France libre pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a été porteur du projet de la Déclaration universelle des droits de l'homme à l'Assemblée générale de l'ONU en 1948. Il préside la Cour européenne des droits de l'homme de 1965 à 1968, année durant laquelle il reçoit le prix Nobel de la paix ainsi que le prix des droits de l'homme des Nations unies. Le prix Cassin, c'est l'occasion pour nos orateurs et oratrices de performer en art oratoire à travers deux exercices. Donc tout d'abord les discours que vous connaissez, un exercice dont vous êtes familier. Ce soir, ils dureront 4 minutes et ils auront donc ce laps de temps pour approuver s'ils sont à la positive ou contredire s'ils sont à la négative la thèse impliquée par le sujet qui leur a été distribué en amont. Suite à cela, nous assisterons aux joutes. Donc la joute, c'est un exercice qui met à l'honneur plutôt l'improvisation. Pour cela, les candidats vont s'affronter par équipe de 2. Donc au total, vous aurez 4 orateurs et oratrices sur scène au moment d'une joute. Leurs sujets leur seront distribués 20 minutes avant le passage sur scène. Et après ce temps de préparation, les équipes passeront sans notes, donc pendant les 6 minutes. Chaque binôme est composé d'une personne introduisant et concluant le propos sans interruption, et d'une autre qui argumentera et défendra la position imposée dans un échange face à son homologue concurrent. Afin de départager nos orateurs et oratrices, les membres du jury nous font l'honneur de leur présence. Donc je tiens bien évidemment à les remercier chaleureusement. Je vous demande tout d'abord d'applaudir M. André Roux, qui préside le jury ce soir. Monsieur Roux, vous étiez jusqu'à l'année dernière professeur de droit à l'IEP d'Aix-en-Provence. Vous êtes maintenant un habitué de nos concours car vous avez eu l'occasion de faire partie du jury à plusieurs reprises et c'est toujours pour nous un plaisir de vous y retrouver. Merci beaucoup. Nous accueillons ce soir également Monsieur Claude Pelopidas. Vous êtes le directeur et fondateur du théâtre Ainsi de suite que vous avez fondé donc en 1993, mais vous êtes aussi professeur d'éloquence. Merci à vous de nous joindre à nous ce soir. Dominique Augier, vous êtes adjointe à la mairie d'Aix-en-Provence, grâce à qui nous pouvons organiser le prix Cassin dans cette superbe salle. Nous vous remercions de votre présence au sein du jury ce soir. Maître Olivier Queneau, diplômé en droit pénal et en sciences criminelles, vous êtes avocat depuis 2004 et exercez au barreau d'Aix-en-Provence. Merci beaucoup de faire partie du jury. Et enfin, M. Olivier Terechenko, vous êtes professeur agrégé de philosophie à l'IEP d'Aix-en-Provence, spécialiste en philosophie morale et politique. Vous êtes l'auteur de 9 ouvrages et c'est un plaisir pour nous de vous accueillir ce soir. Donc sans plus attendre, nous allons donc accueillir le premier candidat sur une citation de l'abbé Pierre à la positive, Adrien Latrèche. Elle était belle, mais je ne retins que ses yeux. Ils étaient vifs et d'une couleur turquoise qui vous rappelle ces lointaines plages d'Océanie. Son regard était plongé dans un petit roman de poche qu'elle tenait là, assise sur un banc. De mon côté, moins esthétique, plus coutumier sans doute, j'étais en retard en cours. Comme un âne que l'on charge trop, je haletais, je transpirais sa grosse goutte. Ma chemise avait des auréoles et j'avais oublié de mettre du déo. Et c'est en coupant à travers pelouse interdite que mon regard s'était perdu dans le brouhaha des chiens et des gamins et fut attiré par ses yeux marins. Apercevant ma tête d'ahurie, elle sortit de sa lecture et me demanda si j'étais perdu. Oui, dans vos yeux, madame. Peut-être par bonté, sûrement par dépit, elle esquissa un sourire qui illumina ma journée. Ce n'était qu'un sourire, une simple contraction de la bouche,
Il illumine autant que fait l'électricité, mais coûte bien moins cher. Je ne vais pas enfoncer des portes ouvertes. L'électricité coûte cher, de plus en plus cher. Certains donneront la faute à la crise ukrainienne ou les plus classiques aux marchés européens. Les plus libéraux d'entre vous diront qu'il s'agit des règles du marché et qu'il faut bien les respecter. Se chauffer et s'éclairer ont un coût, celui du travail pour certains, et dont la production se rapporte à une dimension économique. Alors je vous le dis, membres du jury, peut-on dire ça d'un sourire ? Une expression de sympathie et d'affection a-t-elle sa place dans ce raisonnement ? Nos marques d'humanité peuvent-elles se vendre ? Ça n'est pas envisageable. Pas dans une logique de production et de marchandises. Un sourire est un don, et comme tout don, il est gratuit et déductible des impôts. Je vois sourire, c'est une belle marque d'ouverture. Oui, car sourire, c'est aussi s'ouvrir aux autres, c'est montrer ses émotions à tous, c'est montrer ses défauts, c'est accepter de montrer ses faiblesses. Voilà pourquoi les plus grands n'ont pas de représentation d'eux, avec un sourire béant et large. Dans son ouvrage « La civilité puérile », dédié au jeune prince de Bourgogne, Erasme vient caractériser le sourire comme symbole de faiblesse, à ne jamais laisser transparaître. Aujourd'hui, nous sourions tous, sans doute pas toujours pour les bonnes raisons, parfois par politesse, mais nous avons une seule raison pour laquelle nous sourions, c'est pour indiquer notre intention et notre volonté de coopération. Vous connaissez le dicton « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Et sans aller trop en avant, il y a une distinction que je ne vous ai pas faite, c'est celle entre électricité et lumière, entre domestication de l'homme et guide divin. L'électricité, c'est un outil artificiel, création humaine. La lumière, naturelle, éclaire nos foyers, nos cœurs et le monde. Notre fil d'Ariane, c'est elle, et nous pouvons avancer dans la pénombre, vers l'inconnu, retourner sur nos pas, repousser nos limites. Amélioration et progression, voilà ces enfants. Sans doute, la lumière s'est vue dotée du pluriel au cours du XVIIIe siècle, grâce aux nombreuses zones d'obscurantisme qu'elle s'est efforcée d'éclairer, qu'elles soient religieuses, sociales ou politiques, grâce à Voltaire, Rousseau ou encore d'Alembert. Alors, en ces temps troublés, obscurcis socialement, obscurcis électriquement, obscurcis politiquement, n'oubliez jamais de sourire à l'autre, de coopérer pour mettre en lumière nos absurdités et nos contradictions. Progresser, c'est s'améliorer. Ces mots de l'abbé Pierre ne sont pas uniquement destinés à ceux qui en ont moins que nous, mais pour nous tous. Je vous remercie. À la négative sur le même sujet, ce sera donc Thibaut Plat. Et Dieu dit alors que la lumière soit, et la facture EDF fut. La hausse du prix de l'énergie ne vous a sans doute pas échappé, et c'est un vrai drame, dont les conséquences sont terribles. Quand simplement faire bouillir de l'eau vous coûte le prix de la casserole, on se dit que cette dernière pourrait l'utiliser autrement. Nous voilà désormais dans une situation bien cocasse. Afin d'y voir plus clair, on fait du bruit. Pourtant, certains ont des solutions pour résoudre la crise énergétique. Le nucléaire ? Non. Les énergies renouvelables ? Non. Non, les plus grands théologues se sont accordés et ils sont implacables. L'énergie de demain se trouve en nous, en vous. Il s'agit de votre sourire. Et ça tombe bien, ils le disent eux-mêmes. Un sourire, ça ne coûte rien. Personnellement, à la question de la possibilité de voir mes dents devenir un lampadaire, l'abbé Pierre me laisse de marbre. En revanche, je ne peux pas le laisser dire qu'un sourire coûte moins cher que de l'électricité. Connaissez-vous le prix du kilowattheure en France ? 20 centimes. 20 centimes d'euros. C'est donc ça que vaut votre sourire ? Est-ce que vous troqueriez votre sourire contre 20 centimes ? Excusez-moi, moins de 20 centimes. Pourtant, un sourire, un vrai, ce n'est pas gratuit. J'imagine déjà mon contradicteur.
plus étonné que véritablement énervé, en train de se demander quelle étape dans la production d'un sourire m'a coûté plus d'1 centime. Mais cette seule interrogation soulève la profondeur de l'incompréhension dont il fait preuve. Au milieu de ce monde de finance, je pense et j'affirme qu'il existe encore des choses qui ont un coût sans pour autant avoir un prix. Un sourire, un vrai. C'est la passation d'une histoire. Une histoire qu'on construit, qu'on bâtit. On défait les défaites qu'on refait sans méfait pour s'autoriser à sourire. Certains pensent qu'il n'y a de coût que s'il y a du travail. Mais derrière un sourire, c'est toute une vie de travail qui se cache. Sourire, c'est se livrer. Quand je souris, je me livre et délivre ma pensée. Une pensée vieille de 19 années, 228 mois, 6840 jours. Et chacun de ces jours a forgé dans la joie comme dans la tristesse. Ce sourire dont vous dénigrez le caractère unique, dont vous reniez la valeur. Nous parlons ici du langage de l'engagement, du gage de l'amour que je porte à celui pour qui j'engage le rictus. Un sourire n'a certainement pas vocation à être universel. À vouloir tout donner à personne, à tout le monde, excusez-moi, nous finissons par n'avoir plus rien pour personne. À vouloir éclairer à bas coup le cœur des gens, on ne fait que les aveugler de milliers de lumières pauvres. Ne vous méprenez pas. Je ne vous souhaite que le bonheur. Simplement, ce soir, ne souriez pas vainement. Ou du moins, n'essayez pas de les prétendre de vrais et profonds sourires. Ceux-là, gardez-les, jalousement. N'octroyez ces derniers que quand vous êtes capable de les faire en regardant l'autre droit dans les yeux, comme s'il pouvait lire dans ces derniers l'histoire de ce sourire. Rendez-les précieux. Un sourire, moi ça me coûte tout. Et je crois bien que c'est ça qui le rend magnifique. Je vous parle d'un fameux 3-mâts, fin comme un oiseau. Sa coque galbait inciser les vagues, ses voiles vibraient à la prise du vent. Sa proue fendait l'horizon quand ma mage est lancée. Son cap, le phare d'Alexandrie. Le soleil cuisant tabassait l'envergure du vaisseau et calquait son ombre sombre contre la surface de la mer en enténébrant les abysses. Aussi impétueux et téméraire que le tonnerre du déluge, se propulsant par le vent, galopant sur les vagues, est-ce qu'il volait? Par moments, l'on en croyait capable. À côté, amarré au port depuis toujours, subsiste un vieux rafiot, fragile, pas fort, rafistolé vite fait par bout de ficelle, en palliatif. En bref, peu fière était son allure. Et pourtant, cher public, je vous parle des mêmes bateaux. Le premier a surmonté maintes tempêtes, a écumé de nombreux récifs, a bravé les colères de Neptune, mais navigue encore. Le second n'aura jamais trouvé d'équipage. Il n'aura jamais connu plus loin que l'anse portuaire, érodé par le temps, rongé par le sel, bousculé par la houle, brisé par la brise, moisi par la pluie. Le calme du port l'a finalement emporté. Il est évident que l'existence des bateaux est de sortir du port. Mais qu'en est-il des humains? Quel est le sens de notre existence? Qui sait? Je n'aurai la prétention de le définir. En revanche, ce que je sais, c'est que la vie est trop faste, trop éclatante pour ne pas être explorée. Rester au port, c'est se terrer dans la caverne. Les oiseaux couvent leur progéniture pour les aguerrir à leur premier vol. Les parents élèvent leurs enfants pour les préparer à quitter le foyer. Rester au port, c'est bâillonner notre existence, qui est pourtant infinie, sans commencement ni fin, sans frontière entre la terre, la mer et le ciel. Et c'est vrai, quoi de mieux pour l'exprimer que la métaphore maritime? Démarrer,
c'est se désamarrer. Il y a un commencement à tout, et tout commencement exige de sortir du port. Faire le premier pas le prouve bien qu'il faut se défaire de l'immobilisme. Et c'est l'effort minimal pour goûter à la liberté, car je la veux totale, cette liberté, que ni longitude ni latitude ne m'ordonnent de cap, que la force des courants oriente mon gouvernail, virer tribord, bâbord, adorer, aborder, déborder le sort, saboter le sort et adorer encore. S'il n'est de bonheur sans liberté, il n'est pas non plus de liberté sans courage. Alors, quitte à risquer la noyade, quitte à chavirer aux premières déferlantes, quitte à ce que la moindre vaguelette inquiète, j'aurais sillonné les océans. Et peut-être parviendrai-je enfin à la retrouver, cette foutue perle, mais j'aurais sillonné les océans. Allez, viens public, on va bien se marrer. Prenons le large et devenons compagnons. Faisons du monde notre maison. Allons là où le vent nous mène, littéralement. Vivons d'amour et d'eau fraîche, littéralement. Que les différences d'ailleurs deviennent appartenance. Que toute péripétie outrepassée devienne un souvenir à raconter. Parce que le pire sur la durée, ce n'est pas qu'il nous soit arrivé des ennuis, c'est qu'il ne nous soit jamais rien arrivé. Aujourd'hui, je vais vous conter une petite histoire qui vous est peut-être arrivée, ou qui m'est peut-être arrivée. Mercredi matin, 16h, alors que le soleil approche inexorablement plus son coucher qu'il ne se souvient de s'être levé, j'émerge, la tête dans le cul dans le brouillard. Je saisis mon téléphone et je m'excuse pour hier soir. Je prends des nouvelles du lustre de cristal de belle-maman qui apparemment lui aussi a fini à l'envers et dont mon dernier souvenir est qu'il m'eût semblé voir neiger dans le salon et que la glace était étonnamment tranchante. Après 15 pénibles minutes de ce travail acharné, je me résous alors à me lever. Tout du moins à réorganiser les deux oreillers qui sont derrière moi, les glisser dans mon dos de telle manière à ce que je puisse m'accommoder, me redresser. Et très actif dans cette belle matinée post-zénitale, voici que je scrolle sur Instagram, que je me perds sur Twitter. Oh tiens, Marlène a encore fait des siennes. Mais bon, je l'avoue, oui, mesdames et messieurs, je vous en fais l'aveu, dans ma splendide productivité, je me suis égaré, que dis-je ? Je me suis surpris, honteusement, la tête dans les nuages, songeant à mes partiels. Ceux-ci arrivent à grands pas, et attachés à mes draps depuis déjà 5 jours, ne m'en défaisant que pour me sustenter ou encore courir festoyer, je contemple ma médiocrité. Que dois-je faire ? Me lever, me laver, m'habiller, ouvrir mon PC, sortir du Bristol, des stylos et tous ces petits trucs colorés qu'on colle partout, là, juste pour faire comme les autres et pour au final avoir un cours qui ressemble à un mix entre un Picasso et Elmer l'éléphant ? Certainement pas. Amplement découragé à travailler, je me résous tout de même à me cultiver, je me saisis du Pèlerin de Compostelle, j'ouvre le livre à la page 57, je retire le marque-page et je lis. Ce passage me semble étrangement familier. Pas si étrange puisqu'en réalité cela fait désormais 3 mois que je suis à la page 57 de ce livre et que je la relis en boucle. Je la relis en boucle car chaque fois que je lis cette phrase, je referme mon ouvrage. Le bateau est plus en sécurité quand il est au port, mais ce n'est pas pour cela qu'ont été construits les bateaux. Observant une nouvelle fois ma médiocrité, je refuse de poursuivre un ouvrage si absurde. Bien sûr que je suis plus en sécurité, bien attaché à mes draps, voguant dans mes songes. Mais pourquoi m'aventurer à mon ordinateur si c'est pour y découvrir un amoncellement de cours dont ni les intitulés, ni même les sujets ne me reviendraient ?
Non, l'aventure ce n'est pas pour moi, mesdames, messieurs. L'inconnu, ça me fait peur. Et fidèle aux grands antiques, jamais je ne permettrai à quelques cours à la croisée entre métaphores sur la bicyclette et philosophie quantique de troubler mon ataraxie. La coque de ma barque de science-piste m'est bien trop précieuse pour risquer de la fracturer dans les eaux troubles du droit et des sciences humaines. Mais je vous vois venir, et je vois encore mon contradicteur le dire. L'essence du bateau est d'être transporté en mer. Si on préfère en prendre soin, pourquoi se contenter de mon superficiel rafiot? Pourquoi ne pas l'entretenir? Pourquoi ne pas même hisser une nouvelle voile, moi qui en ai les moyens? Certes, mais je ne construis pas de bateau. Et je suis un piètre navigateur. En avoir un me suffit, et comme un joli croquis, je ne veux pas passer à la couleur de peur de ruiner mon dessin. Car celui-ci, mon dessin, est ailleurs. À bon port, je prends bien des risques. Je voyage déjà à ma manière et ma barque n'est pas conçue pour voguer. J'ambitionne qu'à force de contemplation, mon âme d'artiste fasse de ma barque une de ces pittoresques chaloupes habitables que l'on peut observer sur les rives des fleuves et des canaux. Ainsi, griffonnant le croquis d'une âme libre et insouciante, jamais je n'aurai plus besoin de passer le fluo ou la couleur pour me sentir évadé du port. Dès la fin de mon discours, je m'engage à verser l'intégralité de mes économies à des associations caritatives. Si, je vous le promets. Foi d'animal, intérêt et principal. Enfin, de toute façon, que je le fasse ou non, vous n'aurez pas grand-chose à y redire. À part peut-être quelques bougonnements, un ou deux ronds-points bloqués tout au plus, ou des concerts de casseroles, ma promesse n'est pas un contrat, et vous ne pourrez m'attaquer en justice si je ne la respecte pas. Car cette promesse, c'est pour vous qu'elle a de la valeur. Et cela, Jacques Chirac et ma grand-mère l'avaient bien compris. Les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Jacques Chirac, car c'était un politicien. Quant à ma grand-mère, l'été dernier, dans son grenier, elle sortit de son tiroir un joli miroir derrière lequel était cachée la plus belle des promesses. C'était écrit sur un bout de papier à l'encre jaunie, cette promesse d'un autre temps et d'un autre monde, avant qu'il ne confonde sa blonde pour une brune. Les cloches carillonnaient, le curé était prêt, mais lui avait la tête ailleurs, sous la jupe de la demoiselle d'honneur. Ma grand-mère, le cœur brisé, se jura que plus jamais on ne l'y reprendrait. Non, elle ne renonçait pas à l'amour, mais elle avait compris qu'il était facile de promettre. Et ne voulant plus se compromettre, elle ne prêterait guère l'oreille désormais à de balivernes sans pareil. Promesses, engagements, serments, obligations. Non, je ne vous parle pas d'économie, mais du devoir qu'aurait le promettant, ou plutôt ici le prometté, celui qui aurait apporté sur ses épaules tout le poids de l'honneur qu'il aurait mis en jeu. Ainsi, par une parole prononcée souvent en l'air, je serai désormais obligée, par une force extérieure, de m'y tenir. Mais même si je mens, même si c'est pas vrai, si les mots sont usés, légers comme du vent, Johnny, il pourrait bien l'emporter, cette promesse. Pour autant que je le sache, ce n'est pas à moi que je me la suis faite. Mais nous pouvons aussi croire, parfois jusqu'au désespoir, quand tout ce qu'il nous reste, c'est une promesse. Je reviendrai, je te le promets, dit maman. Elle reviendra, elle l'a promis, pense l'enfant. Alors il attend. Éventuellement, quand il sera grand, il réalisera que cette promesse, c'était à lui qu'il se l'était faite. Elle était devenue son repère, son monde imaginaire. C'est cette fragile flamme qui suffit à éclairer le passé, lui permettant d'exister encore pour quelques instants. Fil rouge de son existence, cette promesse, elle était devenue sienne.
Et c'est lui qui, en s'y accrochant, continue à la faire exister, reniant toute réalité. Face à cela, nous pourrions nous demander, mais alors, pourquoi promet-on ? Promet est l'homme qui, au crépuscule de la croyance, avait besoin de faire reconnaître sa vérité. Ainsi, pour faire admettre sa raison, il fait appel à la passion et, avec une promesse, cherche à toucher le cœur et les valeurs. Avec force de mots doux et de cajolerie, il finit par promettre ce que l'autre veut entendre. Car si les mots n'obtiennent pas l'adhésion escomptée, la promesse n'en est plus une. En revanche, à partir du moment où l'autre accepte la promesse, c'est lui qui désormais la possède. La personne recevant la promesse est celle qui tient à ce qu'elle se réalise. Ainsi, il est tout à fait naturel de proclamer que la promesse n'engage qu'elle. Pour ma part, comme une étoile du berger, les promesses m'engagent et me font miroiter ce que secrètement je n'ose espérer. Qu'on me promette la lune et je me ferai Georges Méliès pour l'atteindre. Qu'importe si l'étoile reste hors de portée, je la suivrai sous le vent, tant qu'avec obstination, elle guide ma navigation et me permet d'arriver à destination. Il m'avait donné rendez-vous, cela seul, un soir. Je ne savais pour quelle grande raison. Et alors même que j'arrivais, il mit un genou à terre et me tendit une petite boîte. C'était une bague, bien peu de choses, mais que voulait-il que je lui cède ? Cet anneau, était-ce une manille ? Était-ce des chaînes ? Tout devint flou. Je respirais le regard fou. J'étais donc venu me faire passer des liens. Il me demandait ma liberté, mon insouciance. Veux-tu m'épouser ? Mais ce n'était pas ma volonté qu'il questionnait. Il attendait une promesse, un assentiment, l'abstraction d'un engagement éternel. C'était injuste, injuste. La peur s'insinuait dans mon échine. Il m'avait interdit par sa question trop laconique. Mais soudain, ma mémoire muette me replongea dans nos moments. Un amour qui se consumait et se consommait, l'éclat de ses prunelles quand il me prenait dans ses bras, l'énergie électrique entre son œil et le mien, entre nos doigts, entre nos mains. Nos ardeurs, nos disputes et nos réconciliations silencieuses, en un regard, rien qu'un, parce que nous savions ce qu'il y avait derrière nos colères, ce qu'il y avait à perdre. Incapables de nous mentir à nous-mêmes comme à l'autre, nos regards étaient des serments, inconscients, dictés au plus profond de la nudité des sentiments. Était-ce cela ? Attendait-il de moi que je fige ces élans, ces caresses, que je verbalise en une syllabe ce qui était né de l'ineffable ? Comptait-il alors que je franchisse le pas de cette promesse ? Alors je sortis de ma torpeur pour le regarder lui, là, sa demande toujours au bras tendu. Car son expression rassurante face à moi se trahissait d'une appréhension dans ses iris. Il semblait décidé et pourtant incertain, comme si cette bague qu'il portait était lourde dans son écrin, comme s'il frémissait déjà de son devoir de me porter à son doigt. Je m'aperçus alors qu'il fallait être deux pour un serment. Il ne m'enchaînait pas, il m'appelait, tout aussi dépassé par les événements. Il avait peur d'avancer dans l'inconnu, mais se lançait pourtant. Ne m'offrait pas des liens, mais une alliance. Dans ma fébrilité, ce soir-là, il y avait toute la sève de ceux qui font les grands pactes, les actes de foi, la clarté de se croire capable de prendre un engagement, d'affronter un futur défi pour lui poser l'empire de cette promesse, car on sait, on sent qu'il vaut mieux vivre tenu par cette condition que de laisser passer cette grande occasion. Qu'on ait juré hier, ou il y a des années, ces actes sont salutaires. Ils sont les grands moments d'une vie qui se vit et ne passe pas seulement. Toutefois, ils ne prennent leur sens qu'à deux,
Car une promesse reçue sans déférence n'est que donner sa parole à l'évanescence, et se dissipe bien vite, sapée par l'errance du cœur qui devait être son réceptacle, et la manquer. Jurer, c'est confier à l'autre une partie de soi, et les promesses n'engagent que les deux êtres qu'elles lient. On choisit d'emprunter ces chemins, car ils se parcourent main dans la main. En fait, recevoir une promesse comme la donner est le moyen certain de parcourir la vie sans qu'on s'égare, au moins jusqu'à ce que la mort nous sépare. J'écoute les visages aux terrasses des cafés. Ils sont parfois doux, d'autres abrupts, durcis ou abîmés. Et parfois on ne comprend rien. Ou du moins, on ne comprend pas bien. Ils se cachent, un peu comme s'ils avaient peur ou froid. Alors je tends un peu plus l'oreille et je m'assois avec un café crème. Mais si, enfin, tu sais bien, j'ai pas toujours la même vision des choses que toi, voilà tout, mais... Des fois oui, des fois non, ça dépend, enfin, tu sais bien. Mais non, je suis pas une girouette, j'essaye de t'expliquer, mais tu veux rien entendre. À en croire ses yeux doux, elle faisait de son mieux. Mais l'interlocuteur interloqué n'avait pas tellement tout saisi. Un peu flou en même temps, non ? Il ne faut pas se voiler la face, elle ne lui a pas dit ce qu'elle pensait, ça se lit sur son visage. Les pommettes remontées, un sourire nerveux, les yeux dans son thé noir, et le sachet de sucre agité frénétiquement. Elle enrobe sa pensée avec tout un tas de mots. Les uns avec les autres, ils se mélangent, se dispersent. C'est comme dans une foule où on lâche la main qu'on vient de prendre, on finit par se perdre. Elle parle avec des mots qui déguisent tout autre chose, mais peut-être que par timidité, au vu de ses joues rougies, elle n'a pas osé lui dire à l'instant où mes oreilles la regardaient avec tant d'impatience. Un peu comme un drôle d'itinéraire, on aurait dit qu'elle empruntait les chemins les plus longs pour ne pas tout de suite arriver à sa destination. En réalité, ce n'étaient pas les mots qui lui manquaient, mais les mots justes. En quelques phrases, elle aurait pu lui dire ce qu'elle avait en tête. Et il est des fois où j'ai entendu ces « je t'aime » qui, en 3 syllabes, suffisent à gagner un cœur. Pas besoin de 1000 pages pour décrire un coup de foudre. Je la vis, je rougis, je pâlis à sa vue. Racine, comme un haïku, avait remarqué que les mots les plus simples se suffisent à eux-mêmes. La justesse leur permet de tout dire sans diluer la pensée. Un jour, je trouverai les mots justes et ils sont simples. Quelle douceur de vivre chez Kerouac. Il faut apprendre à les manier et en un battement de cils, tout est dit. Il ne reste maintenant plus qu'à les écouter. Facile, me direz-vous. Et pourtant, il en est encore qui l'oublient. Non veut dire non. Ils échappent à l'idée. La moitié du chemin a été fait, mais le mot ne les a pas encore vaincus, puisque sans détour, ils s'apprêtent à l'achever. En réalité, ils préfèrent fuir l'idée que l'on vient de leur annoncer. Mais pourquoi fuir les mots ? Ils sont ce qu'ils sont. L'idée qui vint est puissante, nul besoin de 1000 phrases, elle est terrifiante, elle fracasse, pas de place pour le doute, vous avez bien entendu. L'idée qui, de sa simplicité, a son mot à dire, l'idée qui vous transperce dès que vous l'entendez, l'idée qui vous fait peur, car quand elle est dite à nu devant nous, vous l'avez comprise. Et c'est précisément là qu'elle vous a vaincu. Vous n'avez plus le choix. Il vous faut l'affronter, acquiescer ou non, la combattre ou les chérir. À vous de voir. Mais vous ne pouvez plus dire que vous ne saviez pas. C'est d'ailleurs pour cela que l'on aime dissoudre les idées. On en fait tout ce qu'on souhaite. On peut les tordre, les déformer, les accorder avec un sens ou un autre. Au milieu des contresens, on estime que peut-être on peut se cacher derrière un « je ne savais pas » ou derrière un « je n'avais pas compris ». Bien plus confortable, me diriez-vous, mais d'une lâcheté implacable. La justesse des mots, c'est la réalité pure et dure, et on a souvent peur de la regarder droit dans les yeux, comme ces visages au café qui s'emmitouflent dans leurs écharpes et leurs pensées. Lorsque vous entendez « Oh, c'est une femme, c'est pour ça », je vous assure que vous avez bien compris, oui, oui, et si vous n'osez pas répondre, vous laissez cette idée vaincre plutôt que la vôtre. Il faut oser. C'est cette prise de risque qui nous confronte aux mots. C'est comme ça que l'on fait vaincre nos idées. Et puis cette jeune fille, mais si, vous savez bien, la jeune fille du café,
Elle a fini par lui dire qu'elle l'aimait. Et le voilà vaincu. Il capitule et il avoue, moi aussi. Après cette jolie mise en abîme, il est vrai que j'en ai utilisé des mots. Et je ne sais pas s'ils étaient tous faciles. Mais si vous oubliez tout ce que je viens de vous dire, alors mesdames et messieurs, retenez ceci. Parlez avec le cœur. Les idées y sont toujours simples et les mots y sont toujours justes. L'idée qui ne vint pas en 20 lignes ne gagne pas en 1000 pages. L'idée qui ne convainc pas en 20 lignes n'emporte pas en 1000 pages. Mais alors, l'idée qui ne percute pas en 20 lignes n'aboutit pas en 1000 pages. Mesdames, messieurs, une idée est toujours complexe. Une idée est une représentation élaborée de notre pensée, d'un mot, d'une phrase. Elle possède une force, une puissance qui fait d'elle sa détermination. Derrière chaque idée se cache une motivation. Derrière chaque pensée se cachent nos ambitions. Elles sont le fruit de notre raison, la joie caractérisant nos émotions, le reflet d'expériences vécues ou la vie qui nous met à nu. Permettez-moi de vous expliquer. Une idée est semblable à une fleur. Elle naît d'un terreau fertile et s'exprime qu'après avoir bourgeonné. À chaque moment de sa vie, elle a ce besoin d'être enrichie. Elle se dresse sans la moindre violence, et ce n'est qu'en toute indifférence qu'elle décharge sa fragrance. Mais, à la différence de la fleur, l'idée se combat, l'idée se discute, l'idée s'affronte. Comment réaliser une pensée lorsqu'elle est mutilée? Comment batailler avec des propos qui n'ont même pas le temps de se présenter? Toute idée qui ne vint pas en 20 lignes a le devoir de gagner en 1000 pages. Toute idée qui a le bonheur de se présenter se doit d'être argumentée. Nous vivons une ère pleine de complexité où tout semble possible. Et pourtant, les débats n'ont jamais été autant crispés, synonyme d'une démocratie grippée. Il est à nous de bâtir notre nation. Liberté d'expression, dites-vous. Mais où en sommes-nous? Arrêtons de censurer pour satisfaire un esprit bien placé. Notre système immunitaire ne sait même plus différencier le bon du mauvais. Si nous avons réduit le progrès à blasphémer, à occulter des idées qui ne sont aujourd'hui plus tolérées, où sont nos combattants de la pensée, nos indignés de la modernité? Je ne veux pas croire qu'ils ont disparu. Il faut laisser les choses basses mourir de leur propre poison, disait Valéry Giscard d'Estaing. Alors, laissons-les entre elles. Nous avons une démocratie à redresser. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Prenons garde que le XXIe siècle ne devienne pas, pour les générations futures, celui du crime de la pensée contre ses propres idées. L'enfer est pavé de bonnes intentions, et selon toute apparence, le chemin qui y mène est jonché de bonne volonté. Car la volonté, aussi bonne soit-elle, lorsqu'elle est adulée dans la force de sa fermeté,
fait prendre le risque de foncer droit devant, à toute allure, dans un chemin frayé à coups de résolutions obstinées, et fait courir le risque de se perdre et de se prendre en pleine face le mur d'une impasse. Le chemin, tout tracé par une volonté de faire, est une direction bouchée, forgée sans détour vers un cul-de-sac. Lorsqu'elle force ainsi un chemin qui nous accule, la volonté prend la forme d'une sévérité despotique que l'on s'inflige à soi-même. Le désir, tout à l'inverse, admet l'espérance que la volonté atrophie et porte le rêve que celle-ci rabougrit dans la froideur d'une constance qu'elle glorifie. En somme, comme en amour ou en démocratie, une volonté seule survit rarement. Accueillons comme un présent la multiplicité des désirs, à plus forte raison lorsque, à la croisée des chemins, ils se confrontent, se mêlent et se remodèlent pour laisser place à l'intranquille sinuosité. Car oui, vivre est aussi par moments se perdre, consentir à doucement s'égarer. Se laisser porter hors la piste par le courant, dans une paisible dérive. Inventer son chemin en le composant, plutôt qu'en le traçant rigide d'avance. Libre à vous de ne pas vous enfermer dans la vanité illusoire d'une volonté qui n'est qu'une fugacité, ni vraiment vécue, ni jamais désirée. Libre à vous de refuser l'injonction contradictoire d'une pensée velléitaire qui appelle à la fois à vivre pleinement l'instant, ainsi qu'à en décider, dans l'acte d'une volonté tranchée, les contours maîtrisés. Libre à vous de laisser cours au désir, qui, lui, s'éprouve et fluctue. Observons donc le sage à qui l'action suffit. Agissant sans but mais non sans fin, il vise d'autant mieux la cible qu'il se moque de l'atteindre. Il est pressant d'écouter son désir, seule force intime qui nous meut et nous émeut. Face à la fermeté d'une volonté qui ne parvient à rien, en dépit des résolutions les plus obtuses, le désir s'impose de lui seul. Par le simple fait d'être, il nous submerge. Il faut dès lors savoir l'entendre, embrasser son appel, ne pas résister. Sa puissance nous traverse, nous fait, nous anime. Puisque le dit si justement Montaigne, il faut garder à l'esprit que ces choses tranquilles, que ces choses tendres que la vie est aisée à troubler, et voir que celui qui n'est jamais perturbé dans le chemin qu'il dessine et qu'il emprunte vit comme un Dieu parmi les hommes. Et comme lui, prenons pour maître le vent. S'il fait aller à droite, je prends à gauche. Ai-je laissé quelque chose derrière moi ? Je n'entreprends le chemin ni pour revenir, ni pour le parfaire. J'entreprends seulement de me mouvoir pendant que le mouvement me plaît. Ignorer si l'on parviendra au bout du chemin que l'on entreprend, faire fi de son terme et s'abandonner à oublier les raisons qui nous ont poussés à l'emprunter. Refuser de s'en tenir à la lettre d'un serment volontariste, conçu à l'avance, dans une ignorance aveugle des carrefours, des embranchements, des impasses et des virages que le chemin prendra. Laissez place aux élans irraisonnés. Alors seulement la volonté peut éclairer le désir, le faire croître et le magnifier, le manœuvrer aux seules fins qu'il s'épanouisse. Et cette volonté, quand elle est libre et spontanée, donne au désir la force d'ouvrir son chemin. Alors, écoute Horace lorsque, poète, il énonce « Tu ne sais quelle fin les dieux t'ont assigné. L'avenir nous est inconnaissable, nul astre ne le dit. Mieux vaut supporter tout, notre vie est trop brève pour de trop longs espoirs. Nous parlons, le temps fuit, cueille ce jour, n'attends pas trop du lendemain. »
6h35, le réveil sonne. Boris, 45 ans, comptable, se lève, se prépare et prend sa voiture pour aller travailler, comme chaque matin. 7h43, il se gare et marche un peu, comme chaque matin. 8h02, il lance ses logiciels, comme chaque matin. Boris n'aime pas vraiment son métier, mais ne le déteste pas non plus. En tout cas, il le préfère à d'autres. Voilà maintenant 22 ans que Boris travaille dans la même boîte avec les mêmes horaires. 22 ans que Boris est convaincu que son herbe est la plus verte. Boris affirme que non, l'herbe n'est pas plus verte dans le jardin d'à côté. La vie de Boris ne vous fait pas rêver? Pas d'inquiétude, lui non plus. Si l'herbe d'à côté est moins bien ou semblable, alors pourquoi changer la nôtre? Là est tout le cœur du problème, mesdames et messieurs. Oui, l'herbe doit être plus verte dans le jardin d'à côté, car non, nous ne devons pas éternellement être contentés. Pour vous, la vie n'est-elle que contentement? N'est-elle pas plus que ça? Mais à quoi bon vivre si tel est le cas? Presque confortablement assis dans notre salon de jardin Ikea, nous devenons consommateurs de moments qui nous sont jetés, spectateurs d'une vie que nous ne maîtrisons plus, non pas parce qu'on nous en a privés, mais bien parce que nous l'avons choisi. Et soupirant derrière la cabane de jardin, notre libre arbitre vit ses derniers instants. Alors je dis non. Je me lève, je refuse et vous invite à faire de même. Se contenter de son herbe, c'est une vie confortable, comme ce salon de jardin Ikea. Ça pourrait être bien pire. Mais cela pourrait aussi être spécial, unique, excitant, exaltant, hors de l'ordinaire. Pour moi, la vie doit être synonyme d'évolution. Mais ne peut-il pas y avoir évolution que là où il y a conscience? Il faut alors comprendre que notre herbe n'est pas la plus verte, déterrer notre libre arbitre de derrière la cabane, afin de prendre conscience de notre état actuel et tout faire pour le rendre meilleur. Sortons de cette passivité qui dort sur nos acquis. Gardons bien en tête que tout peut être amélioré et n'acceptons pas d'être contentés d'une vie qui nous convient à peu près. Affirmer que l'herbe est plus verte dans le jardin d'à côté ne signifie pas que nous sommes verts de jalousie. Cela n'est pas non plus un vulgaire caprice ou une insatisfaction enfantine. À l'inverse, affirmer le contraire est signe de laxisme, de passivité, voire pire, de vantardise. Qui sommes-nous pour prétendre avoir la meilleure des herbes? Et puis même, de quel verre parlerions-nous? Celui des yeux, qui sont le reflet de l'âme, ou ceux que l'on descend au bar entre amis, ou même celui qui fait briller les émeraudes? Non, mesdames et messieurs, votre herbe n'est pas la plus verte, la mienne non plus. Il ne nous reste plus qu'à prendre nos outils. Vous avez tous compris que je ne suis pas une adepte du jardinage et que je n'ai pas la main verte. Mais j'espère avoir pu planter quelques graines qui feront fleurir de belles idées pour votre jardin, mais aussi pour celui d'à côté. Une rencontre est un rendez-vous prévu par le destin. Oh, l'histoire, vous la connaissez déjà. Deux regards qui se croisent, une étincelle, un sourire gêné, je ris nerveusement et il m'invite à danser. S'ensuit un tourbillon lumineux, deux flammes passionnées qui se rencontrent. Une reconnaissance d'un instant sensuel et silencieux qui, en un souffle soudain, fait disparaître le reste du monde. Le baiser, deux lèvres brûlantes contre les miennes. Le ciel et la terre disparurent
avec son corps. Le réveil est brutal et la rencontre vide de sens. Il est 8h30 et il fait déjà trop chaud. Je me fais couler un café et une cigarette à la main, fume mon petit déjeuner au balcon. Les yeux embués par la perte mystérieuse d'un amant qui n'existe pas, je laisse mes pensées vagabonder vers un jardin paradisiaque. Là-bas, l'odeur des fleurs est assourdissante et la musique des oiseaux est enivrante. Comme les feuilles des forêts tropicales, comme les neiges indissolubles de l'Himalaya, comme la lumière qui tombe sur la lumière, recouvrant chacune son tour d'oubli la première. Un paradis où l'homme n'existe pas, et la femme non plus d'ailleurs, préservant ainsi chaque once de cette beauté pure. C'est là qu'il faut aller vivre, c'est là qu'il faut aller mourir, s'exclamait l'amant de mes rêves. Mais non, oh non, car tout ce que l'on touche se transforme en poussière, murmurai-je en observant la cendre de ma blonde tomber sur le sol. À toi, mon balcon, je dédie ce discours. À toi, qui m'ouvre sur la beauté extérieure du mur mitoyen. À toi, qui fait entrer un peu d'air frais dans ce four géant de 20 mètres carrés. À toi, qui me permet de fumer pour oublier l'inexistence de mes amants imaginaires ou d'un jardin rêveusement désiré. À côté, pas de jardin non plus, pas même de balcon. Une fenêtre, je l'espère, mais c'est la crise, vous savez. Précarité étudiante, crise sociale, crise financière, et j'en passe. Pas de temps pour la planète. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, et c'est déjà très bien comme ça. Pourtant, c'est une question de discipline, m'a dit un jour un petit prince. Quand on a terminé sa toilette du matin, il faut faire soigneusement la toilette de la planète. C'est un travail très ennuyeux, mais très facile. Pourtant, au lieu de ce nettoyage rituel, nous avons laissé le charbon s'accumuler. Il s'infiltre dans chaque parcelle du jardin de mes voisins et il se diffuse dans l'air que nous avons en commun. Maintenant, il faut prendre la voiture pour avoir accès à la nature et arriver pile entre la fin de l'hiver et le début de la canicule si vous voulez apercevoir un peu de verdure. Les temps sont durs et l'air n'est plus pur. Pour l'Espagne en ce moment, c'est chaud. Non, l'herbe n'est plus verte quand il fait 37 degrés un 1er mai. L'herbe n'est plus verte quand on y laisse ses mégots écrasés. L'herbe n'est plus verte et tous les insectes s'en sont allés. Le jaune, le gris et le noir l'ont remplacé. La couleur devient décadente, subversive. La chromophobie s'installe. Elle serait étrangère au rouage de l'esprit supérieur occidental. La couleur devient une forme d'immaturité, un magicien d'ose revisité. La couleur, ce n'est pas un sujet pour les gens sérieux. La couleur est infantile, la couleur est minoritaire, la couleur est féminine. Bref, à jeter à la poubelle, quoi. L'industrie, voilà un sujet pour les gens sérieux. Alors les vis prennent la place des fourmis, les moteurs remplacent les chants des rouges-gorges et le diesel remplit mes poumons quand l'odeur de la pluie n'est plus qu'un souvenir. Une amie très chère m'a dit que les glaciers fondaient de colère. Pourtant, c'est la tristesse qui me consume quand je vois que dès le mois de juin, plus aucun jardin ne verdit. Faut-il que je porte une robe verte pour vous rappeler l'essence d'une couleur dont vous aurez bientôt oublié l'existence ? Silence ? Je m'y attendais. Les grandes personnes restent toujours silencieuses quand c'est important. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien, malgré ses blessures, car le temps de l'amour, c'est long et c'est court. Ça dure toujours. On se dit qu'à 20 ans, on est les rois du monde, et qu'éternellement, il y aura dans nos yeux tout le ciel bleu. Je ne vais malheureusement pas, à votre plus grand désespoir, continuer à pousser la chansonnette ce soir, car je ne saurais le faire à la manière de la célèbre Françoise Hardy. Cependant, elle avait en effet tout compris. Car oui, très cher jury, cher public, quand on est jeune, c'est pour la vie. Alors je vous rassure, et soyez-en sûrs, la déesse personnifiant la jeunesse et la vitalité Hébé ne vous a point quitté. Telle des dieux,
de l'Olympe, elle vous sert des chansons en vous versant continuellement son nectar enivrant, vous permettant en cet instant de jouir d'une éternelle jeunesse et pourquoi pas de l'immortalité. Je vous vois pourtant ébobie, je ne suis pas pourtant épris d'escopisme. Très cher jury, chers amis, sachez que oui, vous êtes en mesure de manœuvrer afin d'éviter de sombrer dans le naufrage mal avisé de la vieillesse. Ne vous trompez pas de nectar, il en sera alors trop tard. La tranquillité est le lait de la vieillesse. Vous savez cette homélie, qui est d'elle-même une maladie. Alors, la jeunesse n'est pas une période de la vie, c'est plutôt un état d'esprit. Il s'agit d'une humeur de la volonté, une qualité de l'imagination, une vigueur des émotions. Il s'agit d'une fraîcheur des sources profondes de la vie. Jeunesse signifie une prédominance capricieuse du courage sur la timidité, de l'appétit pour l'aventure sur une vie d'essence et d'oisiveté. Personne ne vieillit en vivant simplement un certain nombre d'années. Qui meurt de vieillesse est le dernier à en convenir, comme on dit, car la jeunesse, ça se joue avec les tripes. Alors, certains vous diront que je suis un petit con, soit, je n'ai que 18 ans, c'est peut-être vrai. Que ce bel âge, si justement vanté, n'est qu'une fleur presque aussi trop flétrie qu'elle est éclose, que de cette jeunesse consumée dans une honteuse volupté, il ne lui succède qu'un triste et cruel souvenir de ses plaisirs passés. Certains diront peut-être qu'on paye cher le soir les folies du matin. Alors, pour répondre à cela, je reprendrai ces mots très sages de Jacques Prévert. La vie n'a pas d'âge. La vraie jeunesse ne s'use pas. On a beau l'appeler souvenir, on a beau dire qu'elle disparaît, on a beau dire et vouloir dire que tout s'en va, tout ce qui est vrai reste là. J'ose croire que malgré les écarts de la jeunesse et la vérité de ce tableau qui est les peint d'après nature, c'est toujours l'âge le plus aimable et le plus brillant de la vie. N'allons pas estimer le mérite des saisons par leur hiver, ni mettre la plus triste partie de notre être au niveau la plus florissante, de la plus pérenne. Ceux qui parlent en faveur de la vieillesse comme sage, mûre et modérée, pour faire rougir la jeunesse, comme vicieuse, folle et débauchée, ne sont pas juste appréciateurs de la valeur des choses, car les imperfections de la vieillesse sont assurément en plus grand nombre et plus incurables encore que celles de la jeunesse. La jeune femme, le jeune homme sont tous deux amoureux de nouveautés, parce qu'ils sont curieux, et l'esprit curieux ne vieillit pas. Alors, je ne vous dirai pas ce soir de cueillir votre jeunesse, mais plutôt de l'entretenir, de la faire vivre, de la pétrir, car les gens vieillissent en désertant leurs idéaux. La jeunesse est certes un état physique, mais c'est aussi un état moral. Alors, l'une de mes plus grandes craintes serait de grandir sans avoir tout compris, appris, chéri. Je pense ainsi qu'avec l'insouciance qui nous poursuit, qu'une vie réussite repose dans une jeunesse pleinement accomplie. Et pour qu'elle soit pleinement accomplie, il faut alors la vivre toute une vie. La jeunesse, c'est finalement le temps qu'on a devant soi. Car quand on est jeune, c'est pour la vie. Merci. Je suis devenu la mort, le destructeur des mondes. Voici le mot de mon client, accusé d'avoir créé l'arme la plus destructrice de toute l'histoire de l'humanité. Une phrase lourde de sens qui traversera les âges. Aujourd'hui, la tâche qui m'incombe est de prouver l'innocence de Robert Oppenheimer, un physicien possédé par sa propre imagination, le fruit de son invention. Cet homme n'est coupable que d'un seul crime, celui d'être le produit de notre société. Dans les méandres de mes pensées, dans le tumulte de mon anxiété, je ne fais que ressasser la phrase qui permet de le prouver. Les choses que nous possédons finissent par nous posséder. Une citation tirée d'un film basé sur l'absurdité, mais remplie de vérité. Par où commencer? Je sais. Parlons du seul sentiment qui compte, le miracle de notre civilisation, le coffre-fort des sentiments du cœur, l'amour. Dans l'œuvre éponyme, Roméo et Juliette expriment leur inclination l'un pour l'autre, faisant fi des antagonismes familiaux. Tous deux détiennent à ce moment-là une partie de cette passion. Cependant, passé ce moment d'euphorie, tout bascule. La rationalité n'est plus envisageable. Le cœur prenant le relais de l'esprit, l'amour devient maître des âmes. Ce renversement se concrétise par la mise à mort successive de Roméo, puis de Juliette, qui ne peuvent vivre l'un sans l'autre. Ce sentiment merveilleux est devenu un fardeau pour nos deux tourtereaux.
On comble le vide que l'on ressent au fond de nous en s'attachant à quelqu'un ou quelque chose, à tel point qu'il nous est ensuite impossible de s'en détacher. Chaque individu a besoin de son addiction, les jeux vidéo, le sport, l'alcool, les soirées, l'argent, les Marseillais à Cancun. En fait, nous sommes les sous-produits d'un mode de vie devenu une obsession. Et si nous allions encore plus loin? Et si notre obsession pour la possession n'était pas simplement une addiction, mais le déterminant de notre position dans la société? L'attention que la multitude nous prête équivaut à notre statut social. Personne n'admirait Jeff Bezos s'il vivait sous un pont. Mbappé ne serait pas actuellement sur le toit du monde s'il n'avait pas marqué un triplé lors de la Coupe du Monde. Sans abonnés, McFly et Carlito ne seraient pas allés à l'Élysée. J'entends déjà mes détracteurs affirmer que nous ne perdons jamais réellement le contrôle sur les choses que nous possédons. Soit. Alors prenez votre téléphone, éteignez-le et dites-moi combien de temps vous résisterez avant de le rallumer. Cet écran de fumée est devenu comme le prolongement de notre main, rythmant nos journées comme nos nuits. Le nouvel opium du peuple conditionne nos émotions et bouleverse notre quotidien. Pour créer toujours plus de technologie et nourrir la soif capitaliste de notre société, l'être humain est prêt à détruire des écosystèmes entiers. Pour pouvoir sortir un iPhone par an, les lobbies font la guerre à l'environnement et le gangrènent jusqu'au fond des océans. Le consumérisme nous consomme tout ce qu'il y a d'humain dans chaque être. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, ne vous voilez pas la face. Ne vivez pas dans le déni. Changez la maxime de votre vie, précédemment « je consomme donc je suis » en « je vis », « je pense »,« je respire »,« je ris »,« je pleure »,« je crie »,« j'aime » donc je suis. Débutons une purge de nos vaines passions et commençons par la pire, la possession. Acceptez que votre être n'est plus maître de lui-même. Acceptez que vous n'êtes plus le capitaine de votre âme. Acceptez que notre mode de consommation est obsolète et que nous n'avons qu'une seule solution, le changement. Sans une action rapide et concrète de notre part, le crépuscule de l'humanité semble se concrétiser. Ma plaidoirie ne consiste pas à affirmer que mon client est innocent, vous l'avez compris, mais à vous démontrer que s'il est coupable, nous le sommes tous aussi. Merci. Cher jury, cher auditoire, je voudrais que vous sachiez à quel point il a été compliqué pour moi d'être en faveur de la thèse selon laquelle ce que l'on possède ne nous possède pas, lorsqu'en période de confinement, nous étions manifestement capables d'être possédés par du papier toilette. Ce qui m'a amené à une réflexion intéressante sur la relation que nous avons avec le sentimentalisme dans cette époque de consumérisme. Pour vous la partager, je vais vous proposer des devinettes. Première devinette. Je suis une voix qui parle en silence, une vision aveugle. Je suis souvent négligée, mais je suis essentielle pour décider. Bien plus forte que toutes les preuves, facilement trompée. Alors, quand je me remets en question, pour confirmation, j'ai besoin d'une contre-épreuve. Je suis quelque chose qui est souvent appelé, mais rarement écouté. Qui suis-je? La conscience. Pour que les choses que l'on possède ne nous possèdent pas, c'est la prise de conscience. Par exemple, nous sommes bien évidemment d'accord que l'argent est le grand orchestre de notre existence. Mais c'est notre conscience sous notre auto-influence qui permet de donner un sens à nos dépenses. Deuxième devinette. Je suis une chose qui peut être jamais rattrapée, ni ralentie, ni arrêtée. Je suis quelque chose qui peut être mesuré, mais qui ne peut jamais être possédé. Je chemine. On peut me perdre
où on peut m'utiliser à bon escient. Je suis souvent considérée comme un ennemi, mais je suis aussi un ami pour vous porter remède à la vie. Qui suis-je? Le temps. Au départ, un objet, lorsqu'on l'obtient, il peut nous sembler puissant, intrigant, polyvalent, bruyant, vivant, amusant, souriant, élégant, sécurisant, mais avec le temps, peut devenir insignifiant. Troisième devinette. Je suis quelque chose que tout le monde a, mais personne ne peut posséder. Je suis quelque chose que l'on acquiert tout au long de la vie, mais que l'on ne peut jamais acheter. Je suis quelque chose qui peut être partagé, mais jamais donné. Parfois dans la vie, non alléchante, mais toujours enrichissante. Qui suis-je? L'expérience. Celui qui s'est éduqué par l'expérience, il avance. Bien que les événements puissent avoir une influence sur nos vies, nous sommes tout à fait libres de posséder un tant mieux dans un tant pis, dans l'expérience que l'on vit. Les choses que l'on possède ne nous possèdent pas et ne doivent pas nous posséder. Car sinon on se concentrerait seulement sur la satisfaction de la possession, qui est un sentiment impermanent, et non pas sur l'expérience que procure l'usage, qui, lui, avec le temps, restera constant.